Bonjour, nous sommes le 16 octobre, il est un peu plus de 16 heures. Nous enregistrons cette 14e capsule dans la série Vive la génomique dans un village qu'on peut qualifier de médiéval avec des très belles choses à voir. Donc nous revenons dans le circuit plutôt culturel avec une séquence animalo-culturelle à la fin. Pour ceux qui aiment bien, vous voyez déjà derrière moi des très belles pierres. Donc les maisons ici sont assez magnifiques avec des pierres de la région. Et alors évidemment, je vous dévoilerai à la fin où exactement nous sommes. Mais pour le moment, vous ne le savez probablement pas encore. Bien que je mets des petites devinettes sur ma page Facebook pour un peu vous allécher. Et alors on me dit c'est très bien, les gens cherchent, etc. Puis bon, finalement ils trouvent et alors ils me demandent ce qu'ils gagnent. Et alors là, c'est là la question piège. Et pour le moment, on ne gagne pas grand-chose. On gagne le droit de ne pas être obligé d'assister au live chat. Les live chats ont lieu tous les vendredis à 19h30. Et d'ailleurs, nous sommes vendredi, il ne faudra pas que je traîne trop. Je suis loin de mon domicile et j'espère être rentré à temps pour ce fameux live chat. Alors nous sommes dans un très très bel endroit. Bon, le bateau n'a strictement rien à voir dans l'affaire. Je vais vous montrer si j'y arrive. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vous montrerai après. Non, c'est trop haut. Bon, alors le sujet aujourd'hui, c'est très simple, c'est le dernier génotype en vogue. C'est le génotype OGG1. Alors je vous passe le détail de l'acronyme, il est un peu rébarbatif. Nous dirons OGG1. Et c'est un gène très intéressant parce que les génotypes variants, donc les patients qui ont un et a fortiori deux versions faibles héritées d'un ou de deux parents, donc les génotypes dits variants, les copies variantes, affaiblissent la fonction qui correspond au gène, donc l'enzyme qui correspond au gène qui est en charge de la réparation de l'ADN. Donc vous voyez, c'est important, il s'agit de corriger les petites perturbations, les petits défauts qui interviennent de manière normale suite au stress oxydant, suite à l'agression de l'environnement au niveau de l'ADN. Et ces corrections sont largement dominées par cette enzyme. Et donc, en cas de variance, en cas de OGG1 hétérozygote, je vous rappelle, hétérozygote, c'est une copie, je dirais, sauvage et une copie variante, hétérozygote, on a une perte d'environ 7 fois. Donc l'activité de réparation de l'ADN est divisée par 7, ce qui n'est pas génial. Alors je vois que par là c'est extrêmement boueux, donc je vais faire un petit demi-tour, et c'est rien, on va se diriger vers le village en lui-même, qui est joli à voir aussi. On va remonter. Bien, Goliath, évidemment, m'accompagne. Vous l'entendez. Peut-être que... Enfin, je vous montrerai à la fin, parce que c'est difficile de maîtriser les angles de prise de vue ici. Vous le verrez peut-être derrière moi. Donc, ça c'est le hétérozygote. L'homozygote variant, vous avez une perte encore plus conséquente. Vous avez une perte de 95-95% de l'activité de réparation de l'ADN. Donc, il y a encore une réparation, mais elle est quand même très impactée. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'agréable à avoir. Donc, il va falloir compenser. Heureusement, il y a moyen de compenser. Et cette compensation se fait via un gène partenaire
Donc il y a une entraide et ce gène est fascinant. C'est le SIRT3, la sirtuine 3. Donc il y a toujours le gène et puis l'enzyme correspondant. Et cette sirtuine 3 a le pouvoir de stimuler l'activité OGG1. Donc voilà, c'est la compensation, vu qu'on ne peut pas changer évidemment le génotype OGG1 s'il est variant, eh bien la compensation se fait via SIR3. Et il y a toute une série de façons de stimuler SIR3. C'est ça qui est fascinant. Les sirtuines sont des gènes et donc des enzymes extrêmement bien conservés qu'on retrouve tout au long de l'évolution. Je crois que ça va très 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 loin dans le temps. Tous les êtres vivants un peu évolués que vous connaissez, eh bien ils ont ces sirtuines, évidemment qui ont un peu évolué au fil du temps, mais le principe est visiblement fondamental. Je ne vais pas m'étendre sur les sirtuines, ce n'est pas le sujet, mais elles sont en relation avec la longévité et donc il y a bien plus à en dire que ce que je vais vous en dire. Ici, je me tiens à vous dire ce qui permet de stimuler ces sirtuines pour compenser des variances au sujet de l'OGG1. Eh bien, d'abord, on peut commencer par des flavonoïdes, des polyphénols qui sont très utiles et en chef de file, c'est certainement tout ce qu'on trouve par exemple dans les oignons rouges, les échalotes et toute une série d'autres légumes. Je vous renvoie à mes listes que vous pouvez télécharger depuis mon site internet. Et alors, ça c'est essentiellement la quercétine qui est très intéressante. Le resveratrol est également un bel activateur des sirtuines. On le retrouve dans toute une série de plantes, notamment dans les raisins rouges. Et un autre aussi que je me dois de citer, c'est le onochiol, qui est un polyphénol extrait de l'écorce de magnolia, qui en plus a des propriétés apaisantes, antidépressives, calmantes. Le onochiol qui est très, très en vogue, mais qui est un bel activateur de l'OGG1. Et alors, autre activation possible des sirtuines, c'est l'activité physique. L'exercice physique est essentiel pour stimuler les sirtuines. Et donc, on retombe sur des grands principes. Moi, j'ai l'habitude de dire que une bonne hygiène de vie inclut le fait évidemment de bien manger, le fait d'éviter les addictions et les poisons, en tout premier lieu le tabac et l'alcool évidemment, bon, les drogues, ça va peut-être sans dire, peut-être pas mauvais de le rappeler aussi, et puis un bon sommeil, maîtriser le stress et on va prendre cette petite rue ici qui sera plus calme. Vous allez voir derrière moi encore de magnifiques maisons en pierre du pays. On va voir si vous devinez. Avez-vous deviné où je me trouve? J'ai des doutes. Et ces grands principes de l'hygiène de vie, c'est évidemment aussi l'activité physique. Sans activité physique, le meilleur programme de médecine fonctionnelle, il va manquer quelque chose. L'activité physique fait partie intégrante de ce qu'il faut à l'être humain pour être en bonne santé. Ça. Et alors je trouve que si en plus cette activité physique vous connecte avec la nature, c'est un plus. Bon, maintenant, c'est pas toujours techniquement faisable. Ceux qui vivent dans des villes, bon, ben vous avez des salles de sport, des gymnases, des piscines couvertes, etc. Bon, là, on peut pas dire qu'il y a une connexion avec la nature, mais l'activité physique, en tout cas,
elle est liée. Bon, nous on n'a pas à se plaindre, on a passé toute la journée avec Goliath dans différents bois et parcs pour trouver des champignons. On en a trouvé beaucoup. À la mi-octobre, évidemment, c'est la période, et notamment des nouvelles espèces pour moi, ce qui devient difficile à trouver, donc je suis content. Donc revenons à nos activateurs des sirtuines, certains aliments, certains polyphénols, et alors clairement l'activité physique est clairement, alors ça c'est une belle transition pour vous relancer un peu vers les vidéos qui traitent du jeûne intermittent, le jeûne en général, en particulier le jeûne intermittent sur un plan pratique. Le jeûne intermittent qui est facile à implémenter, qui n'est pas nécessairement à médicaliser, qui peut être fait pour autant qu'on s'y prenne progressivement et raisonnablement, en évitant les contre-indications que vous retrouverez dans une série de, je crois, si je me souviens bien, 7 vidéos que j'ai postées il y a à peu près 6 heures d'informations sur le jeûne intermittent sur ma chaîne YouTube. Donc, ceux qui n'ont pas encore pu visionner ces vidéos, et si vous voulez stimuler votre sirtuine pour compenser un OGG1 faible, eh bien, il faut absolument songer au jeûne intermittent. J'ai tendance quand même à fortement recommander, pour ne pas dire imposer, le jeûne intermittent à mes patients qui ont un OGG1 variant. Donc la forme sauvage, la copie sauvage c'est S et la copie variante c'est C. Donc le génotype SC est l'hétérozygote, 7 fois plus faible que la normale, et le génotype CC est homozygote variant, 20 fois plus faible que la normale. Seulement 5% de l'activité normale de l'OGG1. Donc là, vous devez vous orienter vers le jeûne intermittent. Ça me semble très flagrant, très logique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que même si ce n'est pas du tout quelque chose qui vous tente, je trouve, et je ne pense pas que ce soit trop subjectif, quoique, bon, on est soumis à des biais, évidemment, je trouve que les gens qui ont... Goliath, on est dans le cœur du village, maintenant je vais vous montrer des choses très jolies. Je trouve que les sujets qui sont variants et à qui on impose ce jeûne intermittent, au début, c'est une question d'habitude, tout le monde peut être un peu réticent, et ça se comprend, mais ils s'adaptent assez rapidement, assez bien, et alors après, ils ne veulent plus en décrocher, ils n'en démordent pas. Ils trouvent que c'est vraiment superbe, tout comme les maisons de pierre du village. Donc faites l'effort de vous dire, bon, ce sont évidemment des génotypes intéressants à déterminer, je crois que ça va sans dire. Je trouve que ça fait partie d'une exploration classique de médecine fonctionnelle, parce que ça peut aussi relever, si vous voulez, ce génotype OGG1 d'une mise au point chez des patients pour qui on pense que le jeûne intermittent va aider. Donc ça, ce sont des patients prédiabétiques, ce sont des patients qui ont un excès de graisse abdominale, qui ne sont pas nécessairement obèses, ou peut-être seulement en surpoids modéré, mais ce sont des patients chez qui le jeûne intermittent va stabiliser la glycémie et quelque part s'attaquer à la graisse abdominale, faire fondre la graisse abdominale, parce que cette nouvelle discipline de jeûne intermittent va diminuer les envies de sucre, va typiquement faire baisser l'insuline et l'hémoglobine glycosylée, et va
aider les sujets à ne plus grignoter entre les repas, etc. Tout ça est très prévisible. Bon, si vous avez l'impression que ça ne marche pas, c'est parce que vous allez un peu trop vite. Je crois que si on prend son temps, si on ne se décourage pas, si on persiste et signe, je crois que finalement on peut pas avoir d'échec. Mais bon, n'allez pas dans les contre-indications. Je n'ai pas dit que c'était pour les diabétiques insulinodépendants. Je veux pas non plus que des gens anorexiques ou trop maigres fassent ça. Vous voyez, bon, il y a un certain nombre de contre-indications. La grossesse est une contre-indication évidente. Mais le sport n'en est pas une. Hein. Les sportifs songez à travailler comme ça parce que je crois que ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Je vois ici quelque chose que je ne connaissais pas, mais je ne connais pas bien le coin. Hein. Je viens ici en stage de mycologie et donc je m'aventure un peu. Je vois des escaliers un peu tentants. Goliath s'y est engouffré. Allons voir. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire sur l'activation des sirtuines pour compenser la faiblesse d'OGG1, les polyphénols en général, mais vous avez des listes beaucoup plus élaborées sur mon site internet qu'il vous suffit de télécharger, ça vous coûte pas un centime, il faut aller sur la rubrique liste, ils sont peut-être plus en anglais qu'en français, mais bon, c'est très facile de traduire des aliments de l'anglais au français. Bon, et puis la plupart sont évidents. Et puis, vous avez donc le sport et le jeûne. Mais avec le sport et le jeûne, vous savez, vous avez, et le bien manger, vous avez quand même déjà tout un programme de médecine fonctionnelle. Je trouve qu'il est plus facile de motiver les patients plutôt que de leur dire et redire tout ce qu'il est bon de manger, tout ce qu'il ne faudrait pas manger. Mais alors, ça devient tellement restrictif que, vous savez, on est découragé d'entrer. Donc, je crois qu'il faut faire de la médecine personnalisée, au cas par cas. Et alors, voilà, ben, si le génotype OGG1 est normal, ben, vous faites moins, vous donnez moins d'importance, vous faites moins de pression sur ce que je viens de vous raconter. Mais évidemment, dans le cas inverse, eh bien, c'est l'occasion de motiver. Et je vous dis avec un bon feedback, parce qu'en général, les gens, les patients qui ont cette copie C, qui sont soit SC, soit CC, eh bien, même si au début, ils sont très sceptiques, ils reviennent vers moi après quelques mois en me remerciant vivement parce qu'ils ont vraiment beaucoup progressé. Voilà. Alors, peut-être je vous fais une petite anecdote avec des patients qui ont des réticences parce qu'ils font déjà du sport. C'est vrai que les SC ou les CC sont souvent sportifs. Ils ont un peu cet instinct en eux et c'est souvent des acharnés du sport. Donc c'est des gens pour qui la pratique du sport est absolument incontournable et ils en sont de vrais adeptes, pour ne pas dire que ça tourne à addiction. Je ne vous montre pas le panneau derrière moi parce qu'il y a le nom du village dessus. Et donc, ça, je vous propose de bien remettre en question ce genre de dogme, comme quoi, parce que vous faites du sport en début de journée, voire tôt le matin, il faut que vous mangiez avant. Écoutez, c'est une aberration totale. On ne fait pas du sport l'estomac plein. On ne va pas nager dans la mer quand on vient de manger parce qu'on se noie. La digestion ne sait pas se dérouler correctement. Votre sang ne peut pas être monopolisé pour le système cardio-pulmonaire. Donc, vous faites votre sport sur du café noir, sur du thé vert, sur de l'eau, rien d'autre, pas de jus de citron. Et vous faites votre activité sportive. Bon, si elle est très, très intense, vous pouvez commencer à approcher des
envisager des boissons des boissons énergétiques pour soutenir cette activité sportive. Bon, si c'est quelque chose de raisonnable, 1 heure dans le gymnase ou un petit jogging, une petite séance de natation, une sortie à vélo, pas trop longue, pas trop intense, un vélo d'appartement, enfin toutes ces activités-là, eh bien vous faites ça à jeun avec de l'eau et éventuellement une boisson caféinée, mais pure, pas de lait, pas de sucre. Et juste après, vous mangez. Oui. Ça va vous aider à aller vers le jeûne intermittent et c'est beaucoup mieux, y compris pour votre activité sportive. Voilà, bon ben, je crois qu'on a dit ce qu'on voulait dire, donc je vais en rester là et puis je vais vous shooter un petit peu de culturel et d'animalier pour finir, ok ? Alors, on en a fini avec Vive la génomique. Ça reste un peu ouvert pour le sujet suivant. J'écoute vos suggestions, donc n'hésitez pas à m'en faire parce que vous pourriez peut-être décrocher le sujet de la prochaine capsule. Je n'ai pas encore d'idée tout à fait définitivement arrêtée. Donc, qui vivra verra et à vendredi prochain pour la suivante. Merci et à bientôt. Mais n'oubliez pas la partie culturelle animalière, hein, elle suit. Au revoir. Voilà, il n'y a plus de secret. Voilà où nous sommes. C'est dans le parc naturel du Virouin-Val et nous sommes à Vierves-sur-Virouin. Et alors vous avez devant vous le château que j'essaye de vous montrer, voilà, un peu de dézoomage, voilà, vous voyez, le château, et puis évidemment du Goliath, Mais c'est du Goliath, ça. Oh, oui, c'est du Goliath. Alors, le Goliath est encore en grande forme, malgré une journée complète passée dans les bois, tout à fait infatigable. Et alors je vous montre un peu, vous voyez là, vous avez une église qui me paraît également très ancienne, romane dirait-on, mais bon, le clocher est évidemment beaucoup plus moderne, mais la façade me paraît ancienne. Alors ici c'est une région naturelle extraordinaire, c'est pour ça que les stages de mycologie sont organisés ici, parce que nous sommes aux confins de l'Ardenne et de la Calestienne, donc il y a des solacides d'un côté, sur la rive opposée au Virouin, vous voyez la vallée du Virouin est là dans le fond, et alors ce qu'on voit à l'horizon c'est l'Ardenne, et puis de l'autre côté, voilà, je vous montre comme je peux. Voilà, je ne suis pas un as de la manipulation de cet engin, mais enfin voilà, vous avez aussi le beau petit village. Et là derrière, c'est ce qu'on appelle la Calestienne, et donc c'est une région à sol calcaire, alors que l'Ardenne est évidemment un sol acide. Donc vous avez vraiment toutes les espèces de champignons qui coexistent sur quelques kilomètres. Allez, viens Goliath. Ça se termine, on rentre tout doucement. Et c'est vraiment un paradis pour les champignons, surtout que c'est une vallée quand même relativement encaissée. Et donc c'est assez humide. On arrive ici à l'automne à des périodes de brouillard nocturne. Et ma foi, c'est parfait pour entretenir l'humidité nécessaire aux champignons. Ce n'est pas la meilleure année pour les champignons, il en fait très très sec. Et donc ça s'en ressent encore. Les champignons dits mycorhiziens qui établissent des relations symbiotiques avec les arbres sont eux très... Voilà le château. Sont très fragilisés et il y a beaucoup de genres emblématiques des récoltes mycologiques hivernales qui sont manquants. Enfin bon, il y a d'autres espèces alors qui apparaissent et qui sont parfois plus rares. Et finalement, voilà, il y a toujours bien quand même quelque chose
à observer dans les bois, cette connexion avec la nature. Alors, on va finir ici en descendant le petit chemin qu'on a emprunté tout à l'heure, parce que je voudrais bien vous montrer rapidement les vues du château. Alors, je vous dis, c'est pas les forêts qui manquent. Ici, il y a d'énormes forêts, surtout quand on va vers la France. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière française, probablement 6-7 kilomètres. Et d'ailleurs, il y a des problèmes de réseau téléphonique parce qu'on bascule tout le temps du réseau belge qui est très faible au réseau français qui est, lui, faible aussi parce qu'on n'est pas encore en France. Enfin, ce n'est pas du tout évident. Mais voilà, c'est une région probablement peu connue encore, à découvrir. J'invite vraiment à venir dans le Viroinval. C'est paradisiaque. Il y a des villages médiévaux. Traigne est un village extraordinaire, médiéval. À Nîmes, il y a des curiosités architecturales aussi, mais à Nîmes, NIS, MES, il y a des curiosités naturelles exceptionnelles. Il y a des réserves naturelles avec des espèces très rares. Il y a un microclimat sur Nîmes qui est de type méridional, de type méditerranéen. Il y a des espèces de champignons et des espèces botaniques qui sont franchement, et puis alors des insectes aussi, toute une flore et une faune qui sont méditerranéennes. Je vous dis, c'est incroyable. Alors, voilà, ça c'est le mur du château, et je zoome toujours à l'envers, évidemment, comme par hasard. Bon, un peu de Goliath, je vous termine par le château dans une minute. Bon, ben, j'espère que vous vous intéresserez un peu à la partie scientifique, mais que vous irez voir sur une carte où se cache ce Viroin, qui est la rivière du Cru. Hein, et alors voilà, je vous termine la vidéo avec le château. Peut-être que la grande tour pourrait être vue mieux si je me tourne. Je peux aussi bien de faire cette partie ici à la main. Hein. Je serais probablement un peu plus précis à la main, mais bon, il faut que j'apprenne, il faut que je m'exerce. Alors, il y a pas mal de travaux. Alors, c'est évidemment un peu moins joli dans le décor de voir les locations de toilettes pour festivités et chantiers. Bon, ça ne s'invente pas, mais voilà, je vous termine la vidéo sur ce magnifique château. Regardez ça. Et alors, Goliath n'est pas insensible, vous voyez, au charme de l'endroit. Regardez, il observe, hein, et il va tout de suite vous dire au revoir et à la prochaine.